Merci beaucoup. Nous nous connaissons mal encore entre peuples européens et nous avons beaucoup à gagner, à apprendre à nous connaître pour pouvoir agir ensemble. Et je vais céder la parole à Jean-Marie Cavada, donc, qui est député européen et qui va pouvoir revenir sur ces enjeux, ces défis, son expérience. Merci à vous. D'abord, en toute courtoisie qui s'impose, je voudrais remercier ceux qui ont organisé ce rassemblement parce que, comme l'a dit tout à l'heure, comme l'ont dit quelques orateurs, ça n'est pas évident de vous réunir à 19h en pleine semaine, mais il y a quelque chose probablement d'un sentiment d'urgence dans ce rassemblement chaud, chaleureux, extrêmement diversifié que j'observe devant moi. Et c'est de cette chose-là que je voudrais personnellement vous remercier. Bien sûr, l'Europe, dont nous allons beaucoup parler, il est facile d'en vanter les mérites économiques. Ce fut une construction absolument formidable qui a fait passer des pays d'un rang secondaire à un premier rang, la construction d'un continent qui aujourd'hui encore est la première puissance économique mondiale, et dont la bataille amicale ou non avec les autres continents doit pouvoir bénéficier d'un soutien populaire comme d'une sorte d'exigence des citoyens des pays européens qui composent notre Union. Bien sûr, je pourrais vous parler de ces mérites économiques, d'autres le feront probablement, et de toute façon, les choses, vous les connaissez. Je veux simplement dire une chose, ça n'est pas par hasard que nous avons voulu progressivement abolir les frontières. Et si je le dis là, c'est pour pointer la honte de ceux qui aujourd'hui veulent les reconstruire, ceux qui vont à Bruxelles se faire payer en voulant détruire l'Europe et faire payer leurs assistants par parenthèse, ça a au moins le mérite de nourrir la police et les juges, mais tout de même, bien sûr, vous qui allez partir sur les routes, les rues de votre environnement professionnel ou bien là où vous habitez, je sais déjà les arguments qu'on vous jettera à la figure. Ils vont vous dire « Nous voulons conserver la souveraineté française ». La souveraineté française, elle est assez simple. C'est construire une puissance suffisante pour pouvoir en déléguer une partie afin de faire un pas supplémentaire dans un certain nombre de domaines. Dans des domaines où nous savons que tout seuls, nous serions insuffisants. Même quand on pense à la chose militaire, à la défense, où nous sommes le pays d'Europe et de loin, dont la stratégie est la plus lourde, la plus forte, dont les moyens militaires sont les plus importants et dont d'ailleurs la tâche européenne sur les théâtres d'opérations extérieures que vous voyez régulièrement à la télévision ou dans la presse sont tout à fait importants pour notre défense et notre stabilité. Même, il y a un jour où nous nous essoufflerons et nous avons besoin de continuer à construire la défense des Européens, même si nous devons et si nous acceptons d'en être une sorte de pilier central avec la dissuasion et avec naturellement la doctrine qui va avec, nous avons besoin de constituer une défense des Européens. C'est ce qu'on appelle le régalien. Et ceux qui vous diront qu'ils ne veulent pas transférer cet élément de souveraineté, ils seront bien contents de savoir qu'il y a quand même autour de l'armée française sur les théâtres extérieurs un certain nombre de coalitions de nos alliés européens, bien sûr pas assez fortes à mes yeux, mais tout de même qui existent et qui font qu'ils nous défendent. Il y a mieux que ça. Ils vous diront qu'ils ne veulent pas transférer un élément de souveraineté, mais la monnaie, c'est déjà fait. Et d'ailleurs, à leur place, je ne m'aventurerai pas dans ce raisonnement, parce que si nous n'avions pas à transférer notre monnaie sous la protection du mark allemand notamment, et en tout cas dans une union monétaire qui s'appelle l'euro, eh bien, avec la politique que la France a menée depuis presque une quarantaine d'années, c'est-à-dire plus déficitaire que moi tu meurs, 2020 milliards de dettes sur les marchés financiers extérieurs qui nous désignent comme une des premières victimes, une des premières cibles des spéculateurs, à leur place, je louerais l'euro, je louerais la Banque centrale, même s'il y a des choses à corriger, et je saluerais l'effort que les Allemands ont fait pour beaucoup d'Européens, y compris pour notre franc, un peu secoué. Et on a bien vu dans la campagne électorale présidentielle qui vient de s'écouler que ceux qui voulaient s'aventurer à essayer de capturer la peur des Français pour se loger dans les interstices du pouvoir, ce fut l'élément de leur chute, ce qui veut dire que la maturité du peuple français sur ce sujet est tout à fait entière. Mais l'Europe, ça n'est pas que cela.
L'Europe, c'est d'abord quelque chose qui est fibrilement, intimement lié à notre vie personnelle. Je pourrais vous parler d'un continent qui, plus que tout autre au monde, défend les libertés individuelles, les libertés collectives, en songeant qu'il y a des pays au sein de l'Union, avec qui nous sommes d'ailleurs trop tolérants, qui actuellement persécutent, pourchassent ou, en tout cas, je dirais, font une mauvaise vie à leurs oppositions, aux libertés de la presse, à l'indépendance de la justice, jusqu'à y compris parfois aux traités qu'ils ont signés avec l'Union européenne et sur lesquels ils se sont assis sans aucune vergogne. Il faut dire que l'Union, de ce point de vue-là, est quand même extrêmement tolérante, puisqu'elle ne sait pas faire respecter les valeurs sur lesquelles elle s'est construite. Il y a un peu plus de 20 ans, quand un candidat à la chancellerie en Autriche, venu de l'extrême droite, s'est emparé des rênes du pouvoir, son pays a été suspendu, et ce fut sa dernière victoire électorale pendant bien longtemps. Et ça s'appelait défendre les valeurs sur lesquelles nous avons décidé de fonder notre rassemblement. Ce dont je voudrais vous parler à propos d'Europe, vous qui allez pousser les portes, vous qui allez dire les choses aux gens, c'est quelque chose qui est extrêmement intime pour chacun d'entre nous. C'est comment pouvons-nous vivre ensemble à l'intérieur de frontières refermées qui nous rendraient plus petits que nous sommes, qui empêcheraient l'expansion autant de nos idées que de nos échanges économiques, qu'un certain nombre de choses que nous pouvons apporter à la communauté européenne, si je puis dire, à l'Union européenne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tous Européens, que nous l'acceptions ou pas. Je donne un exemple, il est assez simple. Si je fais appel à ce qu'il y a dans votre tête et dans votre cœur en matière, je vais dire de musique, je n'aurais pas cité le troisième compositeur que vous serez déjà en train de me mettre au nez, Beethoven, Vivaldi et beaucoup d'autres. Notre patrimoine, il est fait d'éléments que nous avons piochés dans notre éducation même, dans les écoles françaises, que nous avons piochés dans le patrimoine des autres pays européens. Il est si diversifié qu'il ne nous vient même plus à l'idée de penser que Beethoven n'est pas vraiment français, que Vivaldi n'est pas vraiment français, que Mozart, c'est chez nous. Je pourrais faire la même démonstration avec les peintres, les architectes et tous les domaines de l'art, pour ne parler que de l'art. Nous vivons en Européens, que nous le reconnaissions ou non. Je voudrais faire une deuxième expérience. Regardez les jeunes gens, comment ils sont vêtus. Ils sont tous en basket, en jean, ils portent les mêmes t-shirts ou les mêmes sweatshirts, ils écoutent les mêmes musiques, ou presque, à quelques différences près, bien entendu, même si ce sont dans des langues différentes. Ils voient à peu près les mêmes séries, ils voient à peu près les mêmes films, ils se comportent de la même manière. Si ces gens se donnaient la main sur le continent européen, vous auriez la plus grande démonstration sur cette planète que nous sommes frères et sœurs réunis autour de valeurs pour lesquelles nous avons tellement souffert, nous avons donné si énormément de vie que nous savons que nous ne voulons pas nous en débarrasser, que nous voulons les conserver. Et ce sont ces valeurs, ce sont ces éléments de la culture que les adversaires de l'Union européenne veulent essayer d'abolir pour nous faire rentrer dans des murs dont nous ne voulons pas. Vous imaginez votre vie d'une façon même simple, refranchissant une frontière, faisant ouvrir votre voiture pour qu'elle soit fouillée, échangeant votre monnaie à la banque pour aller acheter des marques si vous allez en Allemagne ou des livres en Italie, comme ce fut le cas avant que les barrières douanières ne soient définitivement abolies. Vous imaginez ce retour en arrière? Naturellement, non. Et ce qui est très important dans cette affaire, c'est que vous puissiez faire comprendre aux Français que dans notre façon de vivre, une partie importante a été empruntée à l'Europe et une partie importante venant de chez nous a été donnée à l'Union. Bien sûr, quand on parle de valeurs, on est très à l'aise. Quand on parle d'éléments politiques qui sont dans l'économie, qui sont dans la défense, qui sont dans la coopération policière, qui sont dans la coopération judiciaire qui tarde tant, le crime est international, la police doit l'être, le renseignement doit l'être et la justice doit l'être. Nous avons besoin de dire, sans nous masquer, que certains éléments que nous ne pouvons pas régler tout seuls, dans notre coin, dans notre pays, doivent être fédéraux. Le fédéralisme, contrairement à ce qu'on vous fait croire, ça n'est pas, même si beaucoup de gens ont du mal à prononcer ce mot, ça n'est pas la confiscation de tous les pouvoirs
par Bruxelles, qui par parenthèse n'existe guère, je vous le dirai dans un instant. C'est confier à une union pour un certain nombre de domaines de la politique, à ceux qui le peuvent et à ceux qui le veulent, le moyen de se rassembler. Et voilà une des raisons pour lesquelles j'ai soutenu dans sa campagne Emmanuel Macron, l'autre raison étant le désir de réforme que l'on voit à l'œuvre en ce moment, parce que nous devons avancer d'un pas et y jouer un rôle fondamental. Et au fond, je dirais presque sans vergogne, que depuis Giscard, un peu Mitterrand, il a mis du temps à y venir, mais il y est venu finalement, parce que M. Kohl en face tenait la balance égale. Nous n'avions plus eu de président qui, dans sa campagne électorale, prenait le risque de dire « Je suis européen, je veux relancer la construction de l'Europe, je veux changer profondément ce qui ne va pas en Europe, et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, bien entendu. Connaissez-vous un système qui fut parfait? Il n'y en a pas. Et celui-là a montré un certain nombre d'usures, c'est pourquoi il est vraiment formidable de pouvoir compter sur une sorte de, comment dirais-je, de bataillon qui va se répandre un peu partout dans notre pays et discuter avec d'autres pays européens où un certain nombre de gens passent la même chose pour essayer de faire une force qui refonde, relance un certain nombre de principes. Connaissez-vous des gens qui, eux, veulent renoncer à ce que l'Europe a apporté? Moi, je n'en connais pas. Le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas ce que l'Europe a apporté. Parce que nous vivons dans un pays où la lâcheté, la honte, et je dirais vraiment une sorte d'absence totale de courage, a gouverné notre pays pendant, allez, soyons simples, presque 3 décennies. Nous n'avions plus le courage de dire que nous sommes à l'initiative de l'Europe, que nous sommes un des pays qui a tellement souffert qu'il savait bien que la seule issue de cette affaire, c'était le fameux « plus jamais cela ». Plus jamais cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose très simple. J'en ai parlé devant nos amis du 14e il y a quelques semaines. Quand Robert Schuman a lancé cette formule, il ne voulait pas dire uniquement « plus jamais ce carnage épouvantable dont la Seconde Guerre mondiale a été l'acteur et qui a jeté sur les routes des millions et des millions de réfugiés, en général d'Est en Ouest, qui a fait mourir un nombre impressionnant de victimes au motif que les uns étaient juifs, que les autres étaient communistes, que les troisièmes étaient homosexuels, les quatrièmes francs-maçons ou tout simplement opposants politiques. Car c'est nous, chers amis, le continent culture, le continent de science, le continent des libertés, recherché sans cesse, étouffé souvent. C'est nous aussi. Ce sont des hommes pareils à vous, pareils à nous, qui ont décidé de détruire une partie du peuple européen au motif épouvantable que je viens d'évoquer à l'instant. Nous sommes un continent de prospérité, nous sommes un continent culturel extraordinairement fort, mais nous sommes aussi un continent de barbarie, un peu comme ces plaques tectoniques de l'histoire qui finalement s'entrechoquent et font mourir des millions et des millions de gens. Je vous dirais bien mon panthéon. Mon panthéon, il est simple. Il commence depuis la Deuxième Guerre mondiale. On y trouve pêle-mêle des Hongrois. Tiens, c'est bien de parler des Hongrois en ce moment. On y trouve les courageux de 1942. Joël Brandt, l'homme qui a sauvé, jeune président des étudiants juifs de Budapest, qui a sauvé des juifs hongrois contre des camions. On y trouve, quelques années plus tard, les révoltés contre les soviétiques, le colonel Meleter. On y trouve Sándor Kopácsi, l'homme de la police de Budapest qui est allé du côté des révolutionnaires pour essayer de lutter contre l'Union soviétique. Je pourrais vous parler de Prague. Ceci aussi est une ébullition du continent. Et de Dubček, de Iri Pelikan, le directeur général de la radio-télévision Prague, qui s'est enfui pour ne pas être massacré et qui fut d'ailleurs député européen. Mais il y a dans notre panthéon des gens actuels, des gens qui aujourd'hui encore luttent pour essayer de faire repousser les tyrannies à l'essai qui sont en train de s'organiser quelque part, notamment en Hongrie et notamment en Pologne. Bien sûr, nous ne sommes pas encore sous des dictatures, mais nous sommes déjà sous des autocrates. Et ça n'est pas rien que de penser qu'au Bundestag, une démocratie moderne qui pourrait à bien des égards nous donner des leçons d'équilibre des pouvoirs, il y a aujourd'hui presque un cinquième des députés
qui se réclament sans vergogne des néo-nazis qui sont les fondateurs. Ils ont des raisons, sans doute. Mais dans cette affaire-là, le commerce de la peur vous sera opposé tout le temps. Alors je voudrais vous dire pour terminer une chose. Les fantassins que vous êtes et qui allez se répandre un peu partout dans le pays pour dire que l'Europe est indispensable à notre avenir, à condition de la refonder selon les souhaits de ceux qui vous parleront, puisque c'est d'abord une brigade d'écoute, vous devez être fiers et courageux. Et en tout cas, moi, je me sens absolument honoré d'être en votre présence dans toutes les réunions que nous ferons et je serai à vos côtés, naturellement, pour vous aider. Merci.